Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo peut-être un petit peu spéciale qui sort du genre de vidéo que je fais d'habitude, bien que j'essaie quand même de varier mon contenu au maximum. On parlera pas d'immigration, on va parler de mon histoire. Donc c'était une vidéo que j'avais déjà faite il y a 4 ans. Mais comme j'ai décidé de remoderniser la chaîne, comme aussi dans mon histoire, il y a des choses qui ont un peu évolué, hein, quelque part aussi, c'est évident. J'ai continué à poursuivre mon petit bonhomme de chemin. On va parler de tout ça ensemble. On va aller regarder ça ensemble en détail pour ceux que ça intéresse. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. On y va tout de suite. Alors, avant de commencer, je vais quand même me présenter, peut-être pour ceux qui me connaîtraient pas ou qui connaîtraient pas mes réseaux sociaux, qui débarqueraient sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Julien, mon pseudo, on va dire, sur Instagram et TikTok, etc., c'est Juyeng du Canada, Juyeng, J-U-Y-I-N. J'ai d'ailleurs du merchandising à ce niveau-là. J'ai une sorte de petite boutique de vêtements avec différents éléments, dont le fameux Juyeng ou le fameux salut de Instagram et TikTok. Tu pourras retrouver ça évidemment dans la description de la vidéo si jamais ça t'intéresse. Alors ma chaîne YouTube s'appelle Immigré au Canada. Pourquoi? Parce que j'ai commencé en fait les réseaux sociaux en 2016. Et en 2016, très peu de monde parlait d'immigration pour le Canada, très peu de monde. Il y avait quelques youtubeuses beauté qui de temps en temps étaient au Canada en PVT et de temps en temps parlaient succinctement de leur expérience. Les gens demandaient beaucoup plus de questions par rapport aux procédures d'immigration. Et moi, étant résident permanent et même citoyen canadien, en 2016, j'ai obtenu ma citoyenneté en 2010. Je me suis dit pourquoi, et avec ma conjointe, on s'est dit pourquoi on ferait pas une chaîne pour expliquer peut-être un peu mieux la vie au Canada, mais aussi que juste des YouTube beauté quoi. Et puis, mais aussi pourquoi pas certaines procédures par lesquelles je suis passé. Et effectivement, de bout en ligne, si tu veux. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à poser des questions et j'ai commencé à m'informer sur d'autres procédures qui ne me regardent pas, par lesquelles je ne suis pas passé. Et j'ai fini par faire d'autres vidéos plus ou moins tutos sur différentes procédures d'immigration sur le Québec et a fortiori aussi sur le Canada, étant donné qu'en plus, à l'époque, les réseaux sociaux des gouvernements du Québec et du Canada n'existaient pas. Donc, il n'y avait rien qui était fait en cette matière-là. Donc, d'où le départ de cette chaîne-là. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Immigré au Canada et pas Julien du Canada, même si c'est mon pseudo sur les réseaux sociaux. Parce que Immigré au Canada, on s'est dit les gens vont taper Immigré au Canada, ils vont trouver ma chaîne et ils vont pouvoir avoir les informations qu'ils cherchent. C'était simplement ça l'idée. Alors pour ma petite vie personnelle, je suis né en fait à Toulon, en France, où j'ai passé la plupart de mon enfance jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc j'ai suivi la majorité de ma scolarité là-bas. C'est sûr, il n'y a pas d'hiver, hein, donc ça fait un grand changement avec le Canada, c'est certain. Scolarité qui n'a pas été jojo, je te dirais, c'était pas génial. J'ai pas eu des parents extraordinaires, honnêtement. Bon, on choisit pas ses parents, on choisit pas ses collègues de travail, hein, on choisit uniquement ses amis, hein, c'est comme ça la vie. Bon, bref, j'étais pas, si tu veux, dans une famille où il manquait d'argent, clairement pas. Il y avait de l'argent, ça c'est clair. Le problème étant pas l'argent, mais étant plutôt le système éducatif contrôlant par des personnes contrôlantes narcissiques. Donc pour ceux qui connaissent, si tu connais pas, tu peux aller chercher sur internet, tu verras ce que ça donne. Bon, ça c'était mes parents, donc c'était compliqué parce que moi je suis pas comme ça, donc c'était compliqué. Ils m'ont tout de suite mis dans un système aussi à partir de l'âge de 7 ans, hein, vraiment tout jeune, hein, à partir du CP quoi, en école privée, une école privée très sévère, très difficile. Et moi, j'étais un enfant ultra timide, quoi, ultra timide. Donc pour moi, ça a été un calvaire l'école, un calvaire. Quand j'ai commencé au CP 10e, etc. Pour ceux qui connaissent le système français, j'avais de très bonnes notes. Je fonctionnais très bien à l'école. Et à un moment donné, je suis tombé sur une maîtresse, hein, c'était comme ça qu'on appelait ça à l'époque, qui a décidé qu'elle m'aimait pas pour une raison X. Peut-être qu'elle en voulait à ma mère, hein, c'est possible aussi, hein, parce que ma mère était insupportable quand même comme personne, il faut le dire ce qui est. Et puis, du coup, elle m'a complètement démoli. Et à partir de là, mon estime de moi, ma confiance en moi, s'est amenuisée jusqu'à zéro, hein, je pense que c'est clair. Et mes résultats scolaires ont plombé, quoi. Je veux dire, j'ai quasiment plus de bonnes notes, c'était terminé.
Pour moi, voilà, on m'a dit que j'étais nul, donc je l'ai cru. Quand tu as 8 ans ou 9 ans, tu le crois, on te dit t'es nul, ok, bah je suis nul alors. Hein. Et puis finalement, bah, j'ai été nul, quoi. Donc après, ben, je suis passé d'année en année, et puis j'ai juste accumulé les lacunes dans toutes les matières, et donc ça s'est juste mal passé jusqu'à la fin de ma scolarité, quoi. J'étais dernier tout le temps, quoi. C'était juste horrible. À côté de ça, j'étais super timide. Il y a des gars, j'étais dans leur classe, ils savaient même pas que j'étais dans leur classe, quoi. 2 ans après, ah oui, tu étais dans cette classe-là, je t'avais jamais vu. Je veux dire, le gars, il était dans les murs, quoi. Tu vois, le type que tu sais pas qui c'est, quoi. Donc c'était horrible. Ma scolarité a été littéralement, pour moi, je l'ai vécu comme un enfer sur terre. J'ai détesté ça. Mon adolescence a été pas terrible non plus. Ma vie de jeune adulte non plus, par rapport, si tu veux, au conflit perpétuel avec mes parents, avec qui, parenthèse d'ailleurs quand même assez importante peut-être, si on parle de moi plus personnellement, je ne parle plus avec mes parents. Je sais même pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Et j'en ai strictement aucune idée et je m'en fous complètement, quoi. Donc j'en suis à ce niveau-là. C'est assez méchant, mais la vie fait que c'est comme ça. Je finis éventuellement par déménager sur Paris pour aller suivre des études. Donc j'ai choisi des études en cinéma parce que j'ai toujours été accro au cinéma. Peut-être cette manière, si tu veux, de ne pas rentrer dans la réalité, de fuir la réalité constamment. Je regardais des films, je fais plus à l'heure actuelle, mais à l'époque, je regardais des films 10 fois des fois. Pas de problème avec ça, 10 fois le même film, il n'y a pas de souci, des fois même plus que ça. Donc c'était quand même assez doux. D'ailleurs, pour ceux qui suivent sur mes réseaux sociaux, Noël, c'est la petite tradition où je fais tourner toute la journée des vieux films comme ça en ambiance, en arrière. J'aime ça, cette teinte un petit peu, si tu veux, cinéma. Donc j'ai été suivre des études en cinéma à l'université. L'université étant plus du tout le système scolaire que j'ai vécu, il y avait quand même des punitions physiques aussi, hein, quand je l'ai pas dit, mais quand même à l'école privée, c'était vraiment pas rigolo, quoi. Et là, non, là c'est l'université, c'est plus pareil. Là, on est complètement dans un autre univers. Donc là, oui, là j'ai excellé. Là j'ai excellé, ça marchait super bien. Mes études en cinéma ont vraiment cartonné. Ça fonctionnait bien. J'ai fait une erreur dans mes études en cinéma parce que je ne le savais pas, on me l'avait pas dit. Moi, je pensais que j'allais finir mes études en cinéma, obtenir un diplôme et commencer ma vie professionnelle. Je voulais être scénariste, donc devenir scénariste. Et voilà, c'était terminé. Je pensais, bon, voilà, comme des études classiques. Mais en fait, non, il faut que tu aies du relationnel dans le cinéma. Donc en fait, les stages étaient super importants. Moi, j'ai pas fait réellement de stage quand j'ai fait mes études. Le stage, je l'ai fait dans un vidéoclub. Donc, j'ai pas fait réellement sur si tu veux, un tournage de cinéma. Et ça a été une erreur parce que n'ayant pas de relationnel, ça a été bien plus compliqué. Bien que par la suite, j'avais des possibilités de percer dans le milieu du cinéma, mais que j'ai volontairement laissé tomber parce que j'avais une vie de famille. Des fois, le destin est un peu étonnant. Parallèlement à mes études de cinéma, qui fonctionnaient très très bien, j'étais beaucoup plus heureux aussi à Paris parce que j'étais tout seul dans mon appartement et puis personne pour me faire chier. Si tu comprends ce que je veux dire. Et bien qu'il fallait que si tu veux, j'avais décidé sciemment de garder un relationnel avec mes parents en disant je vais faire des efforts, je vais prendre sur moi et on va finir par tisser une relation saine. Ça n'a jamais abouti, ok. Mais à cette époque-là, j'étais dans cette mentalité-là en disant c'est moi qui vais faire des efforts, je vais faire des efforts. Et si tu veux, parallèlement à ça, j'ai trouvé un petit job en tant qu'étudiant, donc j'ai travaillé comme dans un vidéoclub. Oui, j'étais super heureux en travaillant dans un vidéoclub. Là, j'étais réellement dans mon univers. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Donc, je termine mes études en cinéma. À l'époque, c'était un DUG, un diplôme d'études universitaires générales. C'est ça, c'était option cinéma, il me semble, si je me souviens bien. Donc, je termine avec ça. Je pense que ce diplôme n'existe plus à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que j'évoluais dans le milieu des vidéoclubs à l'époque. Donc, je m'étais dit, pas besoin d'aller plus loin. Peut-être qu'à l'heure actuelle, je ferais différemment, je te dirais. Mais c'était l'époque, pas besoin d'aller plus loin. Moi, j'évolue dans le milieu des vidéoclubs, je travaille là-dedans et tout ça. Je connais les fournisseurs, je sais comment ça marche, je connais les droits locatifs, je sais comment faire. Et de but en blanc, je finis par arriver à ouvrir mon propre vidéoclub à Paris, dont je suis très fier. Je l'ai eu pendant 4 ans et ça a été, même si c'était cool d'avoir créé un vidéoclub, ça a été l'enfer sur terre d'être là-dedans. Pourquoi? Une raison très simple. Parce que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je suis parti sur mon vidéoclub en disant on va ouvrir mon vidéoclub 7 jours sur 7 jours sur 7, pardon, 7 jours semaine, 7 jours sur 7, de midi à minuit, ok? Et de midi à 1h du matin le samedi. Sauf qu'au départ, tu peux pas avoir d'employés parce que tu gagnes pas suffisamment d'argent, ce qui est relativement normal quand tu commences un commerce ou une entreprise. Moi, je pensais que j'allais éclater comme ça, mais non, je vais pas éclater du jour au lendemain. Donc finalement, je suis resté quasiment 2 ans sans employé, en travaillant 7 jours sur 7, en devant me lever tôt le matin pour aller voir des fournisseurs.
et en dormant vraiment pas beaucoup, quoi. Donc ça a été un enfer par rapport à ça. Ça a demandé beaucoup de ressources humaines, de capital humain, je te dirais, par rapport à ça. Ça a été très compliqué. Après, j'ai réussi à avoir des employés et là, ça a été enfin plus simple dans les 2 dernières années du vidéoclub. Alors si tu te demandes, mon vidéoclub d'ailleurs s'appelait District Vidéo, il était sur l'avenue Mac-Mahon à Paris, quand même dans le 17e arrondissement. C'était un très beau, très bel endroit. Et, et donc j'étais là-bas. Et finalement, mon vidéoclub a pas foncièrement marché sur la fin. J'ai fait des erreurs de business. Il y a des gars qui ont voulu me l'acheter quelques mois avant, si tu veux, 6 mois avant peut-être que je décide de terminer le vidéoclub, de le fermer finalement. Et j'aurais dû le vendre et je l'ai pas fait parce que les affaires allaient bien. Mais finalement, il aurait fallu que je regarde plus une optique businessman de voir c'était quoi qui se passait. À l'époque, il y avait des cinémas qui commençaient à offrir des cartes. Donc, tu t'abonnais et tout. Donc ça m'a donné un grand coup dans l'aile. Et évidemment, parallèlement à ça, tu avais des grosses chaînes de vidéoclubs, pour ceux qui connaissent, Vidéo Future, qui évidemment avaient des prix imbattables. C'était très dur de tenir, si tu veux, par rapport à ça. Et évidemment, le début massif d'Internet, qui aussi était un petit problème quand même pour les vidéoclubs, je te dirais, à l'époque. Tout ça mis ensemble, ça m'a détruit littéralement mon commerce en quelques mois, quoi. J'ai vu mes ventes vraiment baisser. C'était vraiment incroyable. Donc avant que ça se passe, j'étais à la chambre de commerce, c'est comme ça que ça fonctionne, d'Île-de-France, et j'ai été fermer mon vidéoclub sans réellement avoir le choix, je te dirais quelque part. J'ai fait une grosse erreur, j'aurais dû le vendre, je l'ai pas vendu, et ça a été une grosse erreur, honnêtement. Parce que c'est l'autre qui se serait retrouvé dans la merde, pas moi. Parallèlement à cette histoire de vidéoclub, on va arriver au Québec plus particulièrement. J'avais un appartement vraiment ridicule à Paris parce que ça coûtait déjà à l'époque relativement cher. Et finalement, le propriétaire décide de me mettre dehors, pas parce que je suis un mauvais locataire, mais parce que il veut donner son logement, il veut récupérer son logement, je sais plus pour quelle raison, mettre son frère, sa sœur ou je sais pas quoi là-dedans, peu importe, il a le droit. Donc il m'a donné un préavis quand même assez important. Il fallait que je m'en aille, je trouvais pas d'appartement. Et finalement, c'est un client avec qui je m'entends très bien, qui lui était effectivement en couple. Et son couple, bon, bah, c'était terminé. Et puis, malheureusement, il pouvait pas payer son appartement tout seul parce que c'était un gros appartement à Paris, très gros appartement à Paris. Donc, lui, il était intéressé, si tu veux, en disant, regarde, il y a 2 chambres et tout, donc on pourrait faire de la colocation parce que à partir de là, ben, on va pouvoir payer le loyer plus facilement. Donc, évidemment, j'ai accepté. Donc, je suis parti en colocation avec ce gars-là. Et puis, très bel appartement, super fier. J'ai jamais eu un plus bel appartement que ça, quasiment à Paris, j'entends. Après, j'en ai eu des très beaux ici au Québec. Et lui avait eu l'idée de dire, moi, le Canada, la France, j'en peux plus, j'en ai marre, je peux plus vivre dans ce pays-là. J'aimerais ça immigrer au Canada. Je me suis informé, il existe, si tu veux, le service d'immigration du Québec à Paris. Donc, je vais aller à la séance d'information. Est-ce que ça t'intéresse? Ben, moi, j'ai tout de suite pensé, oui, ça m'intéresse parce que depuis que j'étais petit, je regardais des films et moi, je voyais que les États-Unis. J'étais comme, à un moment donné, je vais vivre aux États-Unis, c'est sûr. Ce pays me ressemble, la manière d'être, l'infrastructure, l'architecture, la culture me ressemble. Je veux aller vivre aux États-Unis. C'est toujours quelque chose qui était dans ma tête depuis tout le temps. Mais là, il me parle du Québec. J'ai jamais pensé au Québec, jamais pensé au Québec, ou même au Canada. Je pensais même pas au Canada. On n'est pas à l'époque d'Internet, comme je te rappelle. Fait qu'on n'avait pas comme les réseaux sociaux et tout ça. On n'était pas bombardé d'images dans tous les sens. Je dis, bah oui, c'est une bonne idée, ça. Putain, il existe un endroit en Amérique du Nord où ils parlent français. Pourquoi j'y ai pas pensé? Donc, j'étais à la séance d'information. Et puis, finalement, dès la fin de la séance d'information, ils nous demandaient si on voulait commencer les démarches. À l'époque, on avait juste la résidence permanente. C'est tout. Il n'y avait pas d'autres démarches. C'était très simple. Donc, j'ai dit, bon, bah, ok, banco. On a fait ça, les deux. Et puis, de but en blanc, moi, j'ai fait toutes les étapes, plus ou moins celles qui correspondent à l'heure actuelle. Hein, l'examen médical que tu dois faire, le certificat de police que tu dois montrer, l'argent que tu dois avoir de côté, etc. J'avais de l'argent de côté, pas de souci, etc., etc. J'avais travaillé. Moi, j'ai travaillé beaucoup quand j'avais 14-15 ans. J'avais été serveur de plage. J'ai été dans les centres aérés. Donc, j'avais tout cet argent-là, je l'avais mis de côté. J'ai jamais dépensé quoi que ce soit. Je suis pas un gars à l'argent, si tu veux. Donc pas de problème. Ok, ouais, cool. Puis je suis toutes les étapes au fur et à mesure. Et à un moment donné, quand c'était le temps d'être accepté, mon colocataire a été refusé parce que lui, malheureusement, il avait été arrêté par la police à un moment donné. Son alcotest avait viré au rouge, donc ça n'avait pas fonctionné, et c'était indiqué dans son casier judiciaire. Alors, à partir de là, c'est indiqué qu'au Canada, il faut vraiment que tu aies ton casier judiciaire vierge. Ça peut pas fonctionner sinon. Donc, je suis accepté, lui non. Ça a créé un froid.
Puis quelque part, bon, ben, il me parle, il a décidé de plus me parler. Mais je comprends tout à fait. C'est pas quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends. Tu sais, c'est une sorte de ressentiment. Je suis accepté, il n'est pas accepté. Bon, voilà. Donc lui, ça marche plus bien. Donc faut que je m'en aille mon appartement. Mon vidéoclub, c'est réglé. Donc on s'entend que je suis à un moment de ma vie où tout repart à zéro. Donc quoi qu'il arrive, si je reste en France, il faut que je reparte tout à zéro. Ou alors, je m'en vais. Mais c'est à ce moment-là que j'obtiens mon visa. Donc voilà. Bonjour Canada.